125 ans d'évolution des business et ce qui arrive va tout changer. Et si je te disais que les entreprises qui dominent aujourd'hui le monde ne sont pas celles qui ont le meilleur produit, mais celles qui ont le bon modèle. Ford, McDonald's, Amazon, Netflix, le point en commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont capté leur époque. Et maintenant, une nouvelle révolution arrive, celle de l'intelligence artificielle. 125 ans d'histoire économique pour te montrer où investir, où entreprendre et surtout quoi éviter. Accroche-toi. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais faire une prédiction qui risque d'en faire criser plus d'un. Bon, cette vidéo, j'ai décidé de la découper en 3 parties. La première partie, on va voir l'histoire accélérée des business models, où j'ai décidé de découper l'histoire sur 125 ans en 3 grandes parties qui me semblaient les plus pertinentes. La partie 2, on va voir les 3 grandes familles de business models. Donc quelles sont les 3 grandes familles qui ont coexisté ces 125 dernières années. Et pour finir, je vais me permettre de faire 3 projections vers les business models de demain, certains dont on a déjà entendu parler, d'autres peut-être un peu moins. Maintenant que l'intro est faite, je me permets déjà de te saluer. Salut, moi c'est Vincent, et si tu ne me connais pas, je suis entrepreneur maintenant depuis 8 ans et je décide de me lancer sur YouTube pour raconter mon histoire et transmettre ce que je sais sur la partie business et sur la partie amélioration de soi, parce que il me semble, et si tu es entrepreneur ou si tu souhaites devenir entrepreneur ou entrepreneuse, il est bon de savoir qu'il faut s'améliorer soi-même avant de vouloir créer un business ou de vouloir améliorer un business. On ne peut pas créer quelque chose de solide si on ne s'améliore pas soi-même. Ce podcast, Business il y a, j'ai décidé de le créer pour donner ce que je sais en termes de business, mais aussi pour qu'on puisse s'enrichir ensemble et potentiellement trouver des choses, des business models à créer. Ça, on peut le faire à partir du moment où on connaît un peu l'histoire. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et il me semble que c'est assez juste de se dire qu'on ne peut pas entrevoir le futur si on ne connaît pas l'histoire. Partie 1, l'histoire accélérée des business models. L'âge industriel, 1900-1980. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Au début du XXe siècle, c'est l'intégration verticale et de la production de masse. On va voir apparaître des Ford dont le but va être de standardiser la chaîne de montage de voitures. On va voir des General Electric naître dont le but va être de maîtriser toute la chaîne de montage de A à Z. Et des Sears connecter des campagnes américaines grâce à la vente par correspondance. Donc, ce que je me suis noté pour cette période, moi, la clé de lecture que j'en ai, c'est que on va avoir un focus sur la réduction des coûts, on va avoir un deuxième focus qui va être un contrôle total sur ce qui se passe, et un troisième focus qui va être l'efficacité. On va vouloir optimiser chaque partie de chaque processus pour gagner en temps, pour gagner en matière. Par contre, on a des faiblesses à cette époque. La première, c'est qu'on est très rigide. Si on a un problème dans la chaîne de montage, il va sans dire que on va bloquer toute la chaîne de montage, on va perdre de la production, on va perdre du temps, on va perdre de la matière. On n'a pas de personnalisation, aucune. Il y a une phrase de Ford qui est très sympa et que je pense que tu dois connaître. Quand on lui pose la question « Quelles sont les couleurs que vous proposez pour votre voiture ?», Ford répond avec cette phrase mythique qui est « Oui, on fait toutes les couleurs, à partir du moment où vous demandez du noir ». Et pour finir, on est vulnérable aux crises. Le moindre problème, on n'a pas encore à cette époque-là bâti de résilience nos chaînes de production sur nos chaînes de montage. La secondaire qui est l'ère des plateformes et du numérique de 1980 à 2020, où là pour le coup à partir des années 80, tout s'inverse. L'ordinateur personnel s'introduit dans les entreprises, Internet arrive, les données et les plateformes avec. Là je pense que cette partie-là tu connais très bien, mais pour résumer, on va avoir des Microsoft qui vendent des licences logicielles, on va avoir des Google qui monétisent l'attention, qui payent des ingénieurs très chers, comme Meta qui est capable de payer des ingénieurs extrêmement chers, de les faire travailler sur comment créer une application qui va le plus longtemps retenir l'information en activant le circuit de réseau de dopamine, par exemple. Des Amazon qui réinventent la logistique et des Netflix qui deviennent un réel mode de vie. Donc pour moi, cette période, c'est vraiment un changement de paradigme sur les interactions business et les interactions sociales. Pour cette période, après mes recherches, j'ai regroupé 4 business models. J'ai regroupé les SaaS, donc logiciels par abonnement, ce qu'on connaît aujourd'hui, un Google Workspace, c'est un SaaS. Tout logiciel sur lequel vous êtes obligé de souscrire un abonnement et un logiciel qui reste cloud est appelé un SaaS. Ensuite, on a le freemium, donc le logiciel qui est gratuit jusqu'à un certain stade, une certaine capacité qui devient payante ou qui propose des fonctionnalités premium payantes, typiquement Dropbox, Evernote et j'en passe. Et ensuite, l'économie de plateforme, telle que Uber et Airbnb, qui ont totalement redéfini un nouveau type de business model qui est d'être capable de créer beaucoup de valeur en se détachant des assets physiques. Donc pour Uber, c'est ne pas avoir les chauffeurs et les voitures, et pour Airbnb, c'est ne pas avoir besoin d'avoir acheté les bâtiments, la pierre. Et la dernière est pour moi qui est le modèle qui a tout changé et qui va rendre très performant la suite des choses, notamment avec l'IA, qui est la personnalisation par les données. L'arrivée du big data, donc on avait assez de données pour être capable de savoir qui est qui aime quoi,
Et ça a commencé à l'époque avec Facebook, où on pouvait dire quel film on aimait, quelle musique on aimait, quelle marque on aimait. Donc ça a permis de pouvoir créer de la pub ciblée. Pour cette période, j'ai noté des avantages, 3 gros avantages, qui sont pour moi la scalabilité, la fidélisation et l'automatisation. On est scalable, on peut créer des grosses entreprises avec du logiciel et très rapidement débloquer de la puissance de calcul dans le cloud avec des serveurs. La fidélisation, parce qu'on commence à pouvoir vraiment personnaliser, notamment grâce au big data, et donc on va capter l'attention en faisant croire, entre guillemets, qu'on s'intéresse beaucoup à notre client, qu'on le connaît si bien qu'on peut lui proposer des fonctionnalités ou des offres très précises. Typiquement, la dernière fois, et ça me l'a fait sur Adobe Firefly, sur Amazon, et je pense que ça t'est déjà arrivé, tu décides d'arrêter l'abonnement pour un certain temps. Pour Audible, par exemple, je m'étais dit, j'ai assez pris de livres audio et il me reste là 3 crédits, donc je peux faire une pause. Et au moment où je décide de virer l'abonnement, Audible, donc je romps mon abonnement et Audible me renvoie tout de suite derrière vers une page qui me propose les 3 prochains mois à moitié prix, plus un crédit. Bon client que je suis, et en plus je trouve la plateforme vraiment très pratique pour écouter du podcast et des livres de business et d'amélioration de soi, de développement personnel. Bien entendu, je dis ok, et dans la foulée, je me réabonne. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de sortir de l'écosystème d'Amazon, qu'ils m'ont déjà récupéré. Donc là, on est quand même à un niveau de fidélisation très poussé, et ça m'amène sur le troisième avantage de cette période-là, c'est l'automatisation. On est capable, avec la puissance de calcul et les outils, de commencer à mettre des workflows, donc des processus automatisés en fonction de certains cas. S'il se passe ça, tu déclenches ça. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'on a la donnée, on connaît la personne et on a des outils qui nous permettent de faire des actions en fonction des données en entrée et qui sont elles-mêmes en fonction de la personne ou de la plateforme ou du marché. On va très loin. Là, après, on est dans un bac à sable et on imagine ce qu'on veut à partir du moment où c'est bénéfique pour le business. Et je me suis noté 3 limites, la régulation, la concentration et la vie privée. Il y a beaucoup de régulation, forcément, avec autant de business qui arrive, autant de possibilités, on est obligé de réguler pour pas que ça parte dans tous les sens, premièrement. La deuxième limite, qui est la concentration, c'est que très rapidement, ceux qui ont le plus de vitesse, le plus de trésors de guerre et qui grossissent le plus, ont le plus de marché et du coup, la barrière à l'entrée et la survie d'une boîte est quand même vachement plus difficile parce qu'une boîte qui va se mettre à bien fonctionner risque très probablement d'être rachetée dans la foulée ou mangée. Et la vie privée, on a parlé de big data, circulation des données, forcément. À qui appartient la donnée et à partir de quel moment on définit que la donnée appartient à un tel ou un tel. Donc c'est pour ça qu'il y a des lois et des régulations comme le RGPD qui sont arrivées, c'est parce que les données personnelles, on a été obligé de commencer à les cadrer, à se poser la question sérieusement de qui détient la donnée et qui détient le droit sur la donnée. Est-ce que c'est l'utilisateur qui à vie peut dire moi, cette entreprise maintenant je souhaite qu'elle supprime mes données, notamment pour des questions de droit à l'oubli, ou est-ce que c'est l'entreprise? Pour ceux qui sont renseignés, normalement si les entreprises européennes appliquent ces régulations-là, les données utilisateurs appartiennent à l'utilisateur. Et le dernier groupe, c'est l'ère de l'intelligence artificielle, donc de 2020 à 2025, donc à maintenant. Mais en gros, cette ère-là va probablement durer jusqu'en 2035, à peu de choses près. Donc on voit quand même les groupes, les périodes de temps vraiment se raccourcir. Alors parlons pas de avant, c'est 125 ans, mais ça accélère comme jamais ça a accéléré avant. Depuis 2023, on a l'IA qui est arrivée et qui a commencé à vraiment donner des résultats intéressants. Et donc là, on se contente plus d'optimiser nos modèles, on les redéfinit. Là, les IA, aujourd'hui, elles sont capables, donc des IA comme ChatGPT, on est capable avec maintenant d'automatiser l'analyse, la création et même la prise de décision. Et dans cette catégorie, on va avoir des très connus comme OpenIA, Jasper, Anthropic, avec Claude, Mistral pour la solution française. Et donc là, cette fois-ci, en moins de 5 ans, on a un nouveau changement de paradigme extrêmement puissant qui apparaît, c'est que l'IA devient la norme et ça devient un assistant de poche aussi performant que nous il y a encore quelques mois et beaucoup plus performant que nous depuis là maintenant 1 ou 2 mois. Les LLM en moyenne ont 137 de QI et on sait et c'est mesuré que tous les mois les LLM prennent 1 de QI. Donc autant vous dire que j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais quand la moyenne de QI en Europe et dans beaucoup de pays a baissé drastiquement, celui d'IA lui continue d'augmenter et on ne peut pas nous en tant qu'être humain, prendre 1 point de QI tous les mois. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. En équivalent, je parle toujours. Donc aujourd'hui, il faut quand même avoir conscience que l'IA a une capacité de raisonnement qui est nettement meilleure que le nôtre et surtout qui se base sur beaucoup plus de données et qui est capable de faire des interactions beaucoup plus profondes. Donc on a vraiment cette ère de l'IA, cet assistant qui vient nous booster personnellement et professionnellement. Et donc les nouveaux modèles qui viennent avec ce groupe, cette période, on a les IaaS, des IA as a service, donc là c'est plus du logiciel, c'est de l'IA qu'on loue, de la puissance de calcul IA. Et les plus connus, ça va être les Claude, les Mistral, les GPT et les Perplexity. Et on va voir les plateformes d'IA personnalisées. Typiquement, des IA qui vont aider
au montage, aussi à l'amélioration audio, et j'en passe. Il y en a pour tous les domaines et pour tous les goûts et pour toutes les niches. Partie 2. Les 3 grandes familles de business model. Donc le premier business model qu'on va voir, c'est le business model d'efficacité, de 1900 à 1980. L'objectif de ce business model, c'est produire plus à moindre coût. On va commencer à aller chercher des économies d'échelle. Des exemples d'entreprises, on va avoir Ford et General Electric principalement. La logique associée, ça va être de maîtriser toute la chaîne de valeur. Donc, on a une chaîne de montage, on a une chaîne de production. On veut maîtriser de A à Z tout ce qui se passe sur cette chaîne de production. Mais les limites de ce business model-là, c'est qu'on va être rigide, peu réactif et vulnérable. Vulnérable à des crises, vulnérable à un changement dans la chaîne de production, vulnérable à un manque de ressources. Le deuxième business model, donc de 1980 à 2020, c'est un modèle numérique et scalable. Donc là, l'objectif de ces entreprises, c'est de croître par la technologie, faire en sorte d'avoir une croissance de par les outils dont on a pu parler grâce à l'arrivée d'Internet. Donc toucher plus de monde, plus vite, avec plus de données et plus de personnalisation. Donc là, des exemples d'entreprises, ça va être très clairement un Microsoft, un Amazon, un Facebook, un Netflix. La logique utilisée dans ce business model, c'est l'effet de réseau, donc Internet, l'utilisation des données, utilisateurs notamment via le big data et les abonnements, donc pour capter plus longtemps l'argent des gens, les fidéliser et surtout baisser les coûts par l'utilisation de technologies. Et la limite de ce business model-là, c'est qu'on va avoir une forte dépendance technologique et une tendance à une crise de confiance. On a pu le voir tout à l'heure, on a parlé de big data, de ciblage via la pub personnalisée grâce à ces données. De plus en plus, on va se demander où vont nos données personnelles. De plus en plus, on va être attentif au fait que « Ah, c'est bizarre, mon adresse mail, je l'ai créée il y a pas longtemps, j'ai donné à ce site-là et je me fais démarcher par un autre site. » Alors que pourtant, cette adresse mail-là, elle est nouvelle, j'ai donné à ce site-là qui disait, en tout cas à première vue, ne pas distribuer ou ne pas revendre les données personnelles. Donc il y a quand même un enjeu de confiance chez les entreprises qui devient assez critique, important à mettre en place. Et le troisième modèle, qui est un business model basé sur l'IA, l'augmentation par l'IA. Et donc ça, c'est 2020-2035. Donc là, l'objectif, c'est d'automatiser grâce à l'intelligence artificielle. Donc au-delà maintenant d'automatiser en disant si A, alors B, on va essayer de mettre du contexte, donner de l'intelligence à l'information et demander à des IA doués de compréhension grâce à l'intégration des NLP, donc Natural Language Processing, qui est le modèle de communication humain qu'on a modélisé mathématiquement et qu'on a introduit pour des questions de performance aux IA, être capable de comprendre le contexte et d'avoir une logique sémantique et syntaxique dans les réponses. Là, les exemples qu'on va avoir d'entreprise, ça va être OpenIA, Jasper, Anthropic, Mistral, Perplexity, énormément, Suno pour la musique, Vide, Submagic, Adobe Castro Service, Firefly, voilà. Tous ces outils IA qui permettent de se booster et de booster notre créativité, notre prise de décision et la personnalisation. La logique de ce business model-là, c'est la personnalisation extrême et la décision prédictive. Donc être capable d'induire des choses par rapport à un contexte, un marché, une donnée. Les limites très claires que je peux voir, les vraies limites par rapport aux hallucinations que peuvent avoir les IA, la dépendance qu'on se met à avoir vis-à-vis des IA et le coût des inférences. Donc plus le modèle est puissant, plus le modèle est capable de gérer un certain nombre de tokens, donc sa taille, une taille de token, et ça va coûter plus ou moins cher en fonction de la puissance de ton modèle LLM. Et la dépendance. J'aimerais m'arrêter 2 secondes sur cette notion-là. On commence à créer une forte dépendance à l'IA. Alors est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je pense que ça, c'est un débat qui mérite beaucoup de connaissances, d'utilisation et de prise de recul. Mais ce que je peux dire à la volée, sans trop me mouiller, on va quand même se retrouver, et pour moi c'est déjà le cas, dans une situation où on avait déjà beaucoup délégué notre mémoire à Internet et au numérique parce qu'on avait accès à l'information plus rapidement. Là, on va se mettre carrément à déléguer notre réflexion, moi ce que j'appelle notre jus de cerveau, quand on se met à réfléchir sur un sujet de manière intense et sur une durée assez longue, créer de la connexion neuronale et d'en dégager potentiellement des innovations. Là, on va carrément déléguer ça à l'IA, et moi je le vois et je le fais parce que en plus c'est extrêmement bluffant et performant d'être dans un cas où tu donnes assez de contexte à une IA, assez d'informations, et tu peux lui demander des stratégies de vente, de développement, d'innovation, elle va te répondre des choses très pertinentes si le contenu te plaît. Abonne-toi, active la cloche, il y aura beaucoup de contenu comme ça où on va ensemble grandir, s'éduquer. Je vais te partager ce que je sais déjà, je vais te partager mes recherches, mes avancées
pour faire en sorte que cette communauté devienne la plus riche mentalement et physiquement. A priori, le principal, c'est que ça soit mental. Et n'hésite pas à partager le contenu aux gens qui seraient susceptibles d'être intéressés selon toi. Et moi, ça m'aide beaucoup à améliorer mon contenu et à savoir que ce que je fais intéresse et est utile. Partie 3, projection vers les business models de demain. Donc le premier modèle économique, pour moi, c'est le modèle hybride humain plus IA. L'humain supervise et l'IA exécute. C'est un duo qui va structurer le conseil, la médecine, l'éducation. Mais moi, je vois déjà des limites à ça. Typiquement, dans la médecine, on sait déjà que IA tout seul, c'est très bon. Humain tout seul, c'est un peu moins bon. IA plus humain, c'est moyen. Donc, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aujourd'hui dans certains domaines, et la médecine en fait déjà partie, ne mettre que de l'IA. On a plus de précision, plus de réussite, juste avec de l'IA. Donc là, il y a un vrai défi à avoir et j'aimerais beaucoup inviter un expert IA pour pouvoir discuter de tout ça et avoir sa vision. Mais moi, j'ai un sentiment vis-à-vis de ça qu'il va falloir qu'on se mette à chercher des domaines de synergie avec l'IA qui aujourd'hui ne sont pas connus. Personnellement, quand je réfléchis à l'utilisation de l'IA, même pour moi y compris, avec le métier que j'ai aujourd'hui, quasiment tout le monde est remplaçable. Si c'est bien fait et qu'il y a quand même une recherche à faire, de l'innovation à faire, des outils à mettre en place, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de postes où l'IA peut remplacer totalement l'humain. Il y a des entreprises dont je ne citerai pas le nom qui commencent à demander lors des entretiens ou à des gens qui veulent monter en interne de justifier leur arrivée ou leur progression en interne vis-à-vis de l'IA. Pourquoi eux seraient plus intéressants ou plus à même de faire le job qu'une IA? Ça en dit long sur ce qui arrive. Le deuxième que je me suis noté, c'est le Brain as a Service, donc le BAAS. Là, pour le coup, c'est louer de la puissance de calcul, donc ce qu'on va appeler de la cognition. Ça va être des IA expertes, accessibles en un clic, fin de la rareté dans les compétences. Là-dessus, je pense que là, on a un modèle, le BAS, qui va être ultra puissant. Donc les Brain as a Service, c'est vraiment un modèle à regarder de près et spécialiser tellement bien un agent IA sur une expertise que aucune autre pourra être aussi bonne et délivrer ce service-là, faire payer ce service-là aux gens qui souhaitent utiliser ce service-là pour aller plus vite dans un domaine très précis. Là, pour le coup, c'est un domaine, il faut que ça soit laser. Il n'y aura pas de base multifonction. Les bases, ce sera des services qui seront très peu chers. Ce sera certainement du service à la puissance ou à la taille du prompt, mais un sujet très précis. En 3, les agents autonomes IA. Celui-là, je me suis noté, c'est des entités qui travaillent pour vous, elles négocient, exécutent, elles créent. Ça va être un marché d'agents intelligents qui va émerger. On a l'agent IA qui existe déjà, qui est pas autonome, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un make, un N8N, on a une entrée, on utilise le bloc agent IA, on vient y connecter un LLM et puis on vient lui mettre des outils. Typiquement, ça marche très bien, mais on n'est pas sur du autonome. Autonome, ça va être un bloc fonctionnel qu'on va pouvoir configurer avec un seul prompt et ce bloc fonctionnel va lui-même faire toutes les connexions dont il a besoin vers les outils. En fait, il va créer ses propres outils lui-même pour répondre à la requête utilisateur. Typiquement, aujourd'hui, un agent IA que moi je vais pouvoir avoir, c'est j'ai un agent via Telegram, ou si je lui demande de me lire mon dernier mail ou d'envoyer un mail ou de me donner mon planning ou de mettre une réunion en place, il va être capable de le faire. Par contre, il a fallu que je configure tout ça, que je mette mes identifiants, que je configure un outil pour la création, un outil pour la mise à jour. Même si c'est pas très long, il faut le configurer et le prompter. Demain, l'agent autonome pourra faire ça tout seul sur base d'un seul et unique prompt utilisateur. En 4, on va avoir les modèles adaptatifs en temps réel. C'est une offre qui s'adapte au comportement utilisateur à la seconde près. C'est de l'hyper-personnalisation, un pricing dynamique, du contenu modulaire. Donc là, on rentre dans un type de logiciel qui, quand j'ai pensé à ça, je me suis demandé quand même si ça allait être possible tout de suite parce que ça demande quand même un peu d'infrastructure. Mais en soi, tous les modules séparément en sont déjà capables. En gros, c'est de dire, tu te crées un outil via l'IA, tu donnes les manettes à l'IA pour la gestion de l'outil, et en fait, l'IA, donc tu vas lui donner le contexte, le marché, elle a compris, elle se crée elle-même un outil, et en fait, l'IA va être autonome, elle va se mettre en ligne, elle va s'héberger sur un serveur, elle va mettre son pricing en fonction du flux utilisateur qui arrive sur le site, elle va régler en fonction de ça, pour que les premiers, ça soit pas très cher et puis qu'en fonction de l'utilisation, ça augmente petit à petit. Que pendant l'utilisation du logiciel, si l'utilisateur fait tel ou tel mouvement ou fait telle requête par support, l'utilisateur parlera directement avec l'IA et pourra directement développer. On sait qu'aujourd'hui, on peut demander à l'IA de coder un écran interactif pour apprendre le sujet qu'on lui demande de nous faire apprendre. Claude le fait très bien. Ou je lui demande un tableau, un dashboard interactif pour pouvoir apprendre la connaissance. Enfin, l'IA rend disponible le code en live, en interaction avec moi, et je peux utiliser, naviguer comme sur un site web alors que c'est l'IA qui m'a développé ça en live. Et donc là, le modèle adaptatif en temps réel, c'est ça, c'est l'IA qui est autonome. Donc il y a eu un humain qui a pensé à un besoin, qui a remarqué un besoin, qui a bien prompté le besoin, c'est-à-dire qu'il y aura besoin d'un premier prompt laser
Et une fois que ça sera injecté dans l'IA s'occupera de tout, elle se mettra en ligne, elle réglera les tarifs, elle réglera les problèmes support, elle s'occupera des suites de mail marketing, absolument de tout. Et le cinquième, c'est les data trust et économie de la confiance. J'en ai parlé un tout petit peu avant et je pense que ça t'a évoqué des idées. On arrive dans une époque où la confiance va être primordiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un humain nous dit « c'est moi qui ai créé la vidéo », c'est vraiment l'humain qui a créé la vidéo. C'est pas l'IA. Parce qu'aujourd'hui, l'IA nous montre des vidéos quasiment aussi bien qu'un être humain. Bon, il y a encore besoin un peu de la supervision d'un humain pour régler des petits détails, des transitions, un sous-titre qui a été un peu mal généré ou l'IA a mal entendu, mais notamment parce que l'humain a mal prononcé. Et donc ces data trusts, qu'est-ce que c'est ? C'est les clients qui deviennent des caux-acteurs de la monétisation de leurs données, nouveaux modèles éthiques et coopératifs. Ça va notamment pouvoir être possible grâce aux technologies blockchain où les entreprises vont pouvoir dire bon bah ok, les gens ont besoin de savoir que leurs données leur appartiennent. Très bien, on peut tracer tout ce qui se passe grâce à la blockchain. Donc on va demander aux utilisateurs d'accepter si leurs données soient revendues, typiquement. Donc on a notre clé privée, on utilise un logiciel grâce à notre identité numérique. Donc par contre on aura une identité numérique qui nous permettra d'accéder à tous les outils qui auront intégré ça. Donc ça sera plus un login mot de passe Google ou Facebook, ça sera vraiment une identité numérique Web3. Et où cette fois-ci, contre rémunération, l'entreprise demandera le consentement de l'utilisateur à l'utilisation et la revente des données. Si l'utilisateur dit oui, alors il bénéficiera d'un pourcentage à hauteur de X% en fonction de l'argent qu'aura généré le service avec les données. Ou si l'utilisateur ne consent pas à ça, les données ne seront pas revendues, par contre l'utilisateur ne se verra pas payé. Donc voilà pour les 5 business models que je vois potentiellement apparaître très rapidement dans les mois, dans les années à venir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, ça m'intéresse. Moi je suis vraiment très attiré par le BaaS et le Data Trust. Pour moi, c'est vraiment les deux services qui vont le mieux marcher à court terme. Le problème du Data Trust, c'est que ça demande beaucoup d'infrastructures et une adoption massive du Web3 qui n'est pas encore fait. Bon, au début de la vidéo, je t'avais parlé d'une petite prédiction. Et je vais me mouiller parce que j'y crois. J'en suis persuadé, j'aime pas trop ce que ça veut dire. Ça me dérange moi-même, mais j'en suis convaincu. La prédiction que je fais dans les années à venir, donc dans moins de 50 ans, c'est que la technologie et l'IA va nous permettre de nous rendre compte et de modéliser mathématiquement les émotions et la conscience. Chose que je soutiens depuis très longtemps, depuis que j'ai appris que l'IA était possible, et je me suis amusé à développer ça plus jeune, parce que ça me passionnait l'IA, de savoir qu'on pouvait mettre de l'intelligence dans des 0 et des 1 assez jeune, ça m'a passionné. Et donc, je suis persuadé depuis quelques années maintenant que ça va être possible. Alors bien entendu, le message que ça pousse, il n'est pas forcément très beau, et ça veut surtout dire qu'on est tout simplement des machines très complexes, mais purement mathématiques, comme tout le reste, et donc qu'on peut reproduire les émotions, la conscience dans des choses plus artificielles que nous, en tout cas dans des choses non biologiques, et que ça sous-entend aussi que c'est modifiable. Modifiable via des ondes, modifiable du code. Comment, je sais pas encore, mais ça veut dire qu'on peut modifier ça. En tout cas, c'est posé. Je peux plus revenir en arrière. Ça y est, c'est dit. On verra. Dans moins de 50 ans, je le pose ici et puis on verra bien. Bon, j'ai quand même un petit outro pour clôturer cette vidéo qui va être probablement longue, mais c'est un sujet important pour l'introduction de ce podcast Business IA et pour poser les bases de ce qu'on va voir ensuite. Alors, ce sera très orienté IA, automatisation, parce que c'est l'ère dans laquelle on rentre et c'est aussi mon parcours entrepreneurial et en partie académique. Donc, ce sera là-dessus qu'on travaillera. Bon, 125 ans d'histoire nous apprennent une chose, c'est que ce ne sont pas les produits qui gagnent, mais les modèles. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui savent capter un changement de logique rapidement, structurer la valeur différemment et s'adapter plus vite que les autres. La prochaine vidéo, et je la tease maintenant, ça sera une vidéo qui va t'apprendre à apprendre 10 fois, voire 100 fois plus rapidement que d'habitude et que les autres. Tu veux pas rater ça, donc abonne-toi, active la cloche et moi sur ce, je te dis à très vite, prends soin de toi, ciao.